Bienvenue à votre émission que vous aimez beaucoup, Ma vie, ma santé, votre émission qui parle de tout ce qui peut déranger votre vie, de tous les sujets de la vie, de tous les sujets qui peuvent déranger aussi votre santé. Aujourd'hui, nous sommes à Mississauga, nous sommes précisément sur l'avenue Dundas, pour ceux qui connaissent Mississauga. Sur l'avenue Dundas, nous sommes Dundas et Ontario. Et nous allons recevoir aujourd'hui une dame. Vous vous souvenez, c'est mars, c'est le mois de la femme. Et nous voulons consacrer ce mois aux femmes, à la femme. Savoir un peu, comprendre la femme, parler de la femme et essayer un peu de résoudre aussi ses problèmes. Voilà, aujourd'hui, je reçois pour vous Madame Rose Cathy Andy, qui est présidente de l'organisation Bilingual Link. Bonjour Rose. Bonjour. Comment tu vas? Oh, je vais très très bien. Ça me fait plaisir de vous recevoir chez moi ici. Merci de nous recevoir dans vos bureaux. Oui. Voilà, je vous ai envoyé une invitation et vous avez répondu rapidement. Ça nous a vraiment fait plaisir parce que nous avons vu que vous nous prenez vraiment au sérieux et vous aimez ce que nous faisons. Ben, ça m'a fait plaisir aussi, surtout, je peux dire, honorée d'être invitée. Je suis les vidéos souvent depuis un bon bout de temps et je trouve que c'est un excellent travail que tu fais vraiment avec les questions de santé parce que parfois, c'est des questions que les gens prennent pour pas très, très au sérieux et des choses que les gens prennent pour acquises. Et c'est très important de toujours rappeler tous ces points au niveau de la santé parce que, comme on dit toujours, la santé, c'est le plus gros patrimoine qu'on a, il faut le protéger. Ah oui, ah oui. Encore une fois, merci. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est le mois de mars, nous allons parler de la femme. Et vous êtes présidente de Bilingual Link. En fait, c'est quoi? Bilingual Link, c'est une corporation qui se concentre à la promotion des opportunités de carrière pour les personnes bilingues. Et quand je dis on fait la promotion de carrière, la plupart du temps, les gens confondent avec les agences de placement. On ne fait pas du tout du placement. C'est vraiment un concept très spécial que j'avais développé en fin des années 90. Et ce qu'on fait précisément, c'est qu'on offre des plateformes aux compagnies, surtout les employeurs, pas seulement les compagnies, les employeurs de tous bords, qui ont besoin d'embaucher de personnel bilingue. Donc les gens, précisément les gens qui parlent français et anglais. On leur offre des plateformes pour promouvoir leurs opportunités, pour en fait attirer le plus de candidats possible. Et la façon dont on le fait en ligne, on le fait à travers des événements et aussi à travers les formations qu'on donne à l'intérieur des corporations. Et ces foires, vous les faites combien de fois par an? Oh, c'est une longue histoire. Ça fait 16 ans qu'on offre ces services. Et on faisait beaucoup de foires. Au début, quand on avait commencé, on était une des deux foires, en fait, à Toronto. C'est vraiment un concept que j'ai vraiment initié ici en Ontario. Et à l'époque, là, je me vante toujours en disant qu'à l'époque, à part nous, il existait une foire de technologie. Et puis maintenant, le concept de foire est devenu tellement populaire qu'il y en a partout. Donc, au début, on en faisait 2 par année. Après, on est arrivé à un stade où on en faisait plusieurs. On allait dans des petites villes. Les 3 dernières années, on a expérimenté les foires sectorielles, qui étaient qu'au lieu de faire une foire générale, on allait faire une foire dans un secteur spécifique parce que au début, quand on parlait des questions de carrière bilingue, les postes à l'époque, c'était plus dans les centres d'appel ou bien au gouvernement fédéral ou bien la traduction. Ça, c'était au niveau des années 90. Mais avec l'arrivée de la technologie et la globalisation, les postes bilingues il y a une expansion pour les postes bilingues. Maintenant, il y a plus de secteurs qui ont besoin de postes bilingues. Il y a d'ailleurs des gens qui peuvent combler ces postes-là. Donc, nous, les bilingues, nous avons beaucoup plus d'avantages. Absolument. Et c'est vraiment ce qu'on essaie de faire comprendre aux gens que le fait qu'on parle français et anglais dans ce pays, au Canada, il y a beaucoup d'employeurs qui ont un intérêt particulier, un intérêt spécifique à ce fait-là. Et il y a aussi des avantages très spécifiques à devoir parler français et anglais et il faut promouvoir, il faut le laisser savoir et il faut postuler. Et quand on va chercher du travail, c'est la première chose qu'il faut mentionner, qu'on parle français et anglais. Ok.
OK. Et donc, je peux venir dans vos foires et emmener mon résumé. Je peux être embauchée directement? Absolument. Directement, c'est peut-être directement, c'est peut-être trop dire. Mais je peux rencontrer différents employeurs, beaucoup d'opportunités. C'est absolument l'atout d'une foire. Parce que la foire, c'est vraiment comment on va au marché. Okay. Et ça, c'est le marché du travail. Et l'avantage de la foire, c'est que la plupart des grosses corporations se donnent vraiment le temps de venir là en personne. Parce que combien de temps ça vous prendrait pour avoir en face la directrice de ressources humaines de Coca-Cola, la directrice de ressources humaines de Air Canada, la directrice de ressources humaines de TD. Je pense que vous êtes chez vous et que vous allez dans un processus régulier de recherche d'emploi, tout ce que les gens font, c'est envoyer des CV. On ne sait même jamais s'ils ont été reçus, s'ils ont été lus. Alors que dans les foires d'emploi, c'est vraiment... à main propre. Absolument. Yeah. Et c'est un engagement que généralement les employeurs prennent de venir vous dire qu'on est intéressé à vous. Et je dis souvent aux gens que de toutes les formes de recherche d'emploi, il faut vraiment privilégier une foire d'emploi. Parce que parfois, ça peut être qu'ils n'ont pas de poste, mais vous donnez une impression. Voilà. Vous vous faites connaître de ce directeur ou de cette directrice de ressources humaines. Et c'est vraiment très important de pouvoir privilégier cette plateforme. Ça se voit vraiment que vous prenez beaucoup de temps à organiser tout ça. Mais comment vous faites? Est-ce que vous avez un enfant? Oui. Et comment vous faites? J'en ai deux. Oh, vous en avez deux. Oui. Et comment vous faites alors pour prendre soin de votre famille et puis votre carrière aussi? Ben, c'est comme tout le monde. Je pense que c'est comme tout le monde, comme toute femme qui travaille. C'est vrai que c'est deux choses que je prends très au sérieux, mais c'est parce que aussi, c'est encore très important pour moi, le travail de mère. Et je dis souvent que ça, c'est encore plus important pour moi qu'autre chose. Mais parce qu'on sait qu'on a souvent la responsabilité de nourrir nos familles, s'occuper de nos familles, et puis élever nos familles, éduquer nos enfants. Et donc, c'est important d'avoir un travail. Oui. Mais comme tout le monde, je m'organise une journée à 24 heures. Oui. Et quand on a 24 heures, on planifie ces journées, on priorise ses obligations. Et à partir de là, je pense que j'arrive à, je dirais pas m'en sortir, mais je fais ce que j'ai à faire. Mais est-ce que vous faites toutes ces tâches avec un bon cœur, avec plaisir? Vous aimez? Absolument. Vous aimez? Ce qui est au cœur de tout ce que je fais, c'est la passion d'abord. Il faut que je sois passionnée de ce que je fais parce que c'est aussi effectivement une question de santé. Si on n'est pas passionné par ce qu'on fait, ça brûle souvent notre santé petit à petit sans qu'on s'en rende compte. Donc pour moi, je suis passionnée d'être mère, je suis passionnée de ce que je fais. Je dis souvent que un des plaisirs que j'ai, c'est quand je rencontre quelqu'un dans la rue et qui me dit qu'il a trouvé du travail à travers mes services. Quand je vois quelqu'un quelque part qui me dit que sa situation, sa vie s'est améliorée à travers les services que j'offre. C'est aussi des mots ou des moments qui motivent, qui continuent d'alimenter la passion qu'on peut avoir. Et c'est vrai que au-delà du fait que je dois gagner mon pain comme tout le monde, il faut vraiment que je sois passionnée par ce que je fais. Et c'est pas vraiment une question d'être dans le recrutement, mais ce qui me passionne vraiment derrière ça, c'est le fait que ce que je fais apporte du changement dans la vie des gens et dans beaucoup de familles. Vous impactez des vies. Oui, absolument. Oui. Et c'est vrai que j'aime souvent dire que ça me fait plaisir de voir qu'en 16 ans, il y a eu plus de 30 000 personnes qui ont changé leur vie ou ont trouvé du travail grâce à nos services. Et c'est vraiment une fierté personnelle. Good job. Mais alors pour vous, c'est quoi une femme? Oh, wow! Ben, être une femme, ben, c'est très difficile pour moi de dire c'est quoi être une femme. Mais je me vois comme un être humain d'abord. Et puis, en tant qu'être humain, je me dis que nous sommes tous sur Terre pour pouvoir faire quelque chose, pour pouvoir laisser une marque, pour pouvoir contribuer à l'avancement de l'humanité, pour contribuer à l'avancement de la société. Et Dieu a voulu que je naisse femme. Et en me créant femme, je viens avec
ce que Dieu m'a donné. Et on sait qu'avec soit nos émotions, nos organes, ça détermine un petit peu comment on réagit dans la vie, qu'est-ce qu'on fait, quel est le rôle qu'on essaie de jouer. Ce que je regarde beaucoup plus, c'est quel est le rôle que je joue dans la vie, dans la société et dans la famille. Et de pouvoir remplir mon rôle le plus rapide, le plus complètement possible et dans au maximum de mes capacités. Ouais. Ben, on continue toujours de parler de l'égalité entre l'homme et la femme. Ben, d'après vous, est-ce qu'il y a vraiment cette égalité? Ben, moi, je trouve souvent que c'est peut-être un peu utopique de se casser la tête à chercher l'égalité. Vraiment. Je me dis que si tout le monde essayait de jouer son rôle, mais le rôle pas tel qu'il est défini par la société, mais défini par ses objectifs personnels. Okay. Chacun doit essayer d'avoir une vision de sa propre vie. Chacun doit essayer de définir ses propres objectifs. Chacun doit essayer de définir ses priorités. Et à partir de là, tu définis qui tu es. Et à partir du moment où tu comprends qui tu es, tu sais ce que tu veux et tu te mets à accomplir ce que tu veux accomplir. Je pense qu'on n'a pas besoin vraiment de se casser la tête avec la question de homme versus femme, parce que de toute façon, on a besoin des uns des autres. Ah oui. Et je ne pense pas qu'on peut vraiment fonctionner sans les hommes, ni les hommes fonctionner sans nous, quelles que soient les préférences de chaque personne. Ce qui est très important, c'est vraiment beaucoup plus le développement personnel, l'accomplissement personnel et de pouvoir définir qui on est, comprendre qui on est et ce qu'on veut dans la vie et quelle vie on veut vivre et vraiment s'atteler à vivre la vie qu'on veut vivre. Actuellement, il y a des études qui ont montré que jusqu'à présent, les femmes continuent toujours à être moins payées que les hommes. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Ça, c'est une question de loi. C'est le fait que c'est non seulement une question de loi, c'est aussi une question de l'héritage historique qu'on a. Et puisqu'on sait que le droit de vote, par exemple, il a fallu du temps pour que les femmes aient le droit de vote, il a fallu du temps pour que les femmes soient élues dans les parlements un peu partout dans le monde. Et je pense que c'est peut-être ce retard-là qu'on continue de subir. Mais je pense aussi qu'il y a des gains. Plus on va avoir des représentations des femmes à des postes plus élevés, à des postes politiques, et puis à des postes décisionnels, plus il va avoir, on va réduire cet écart-là. C'est vrai que malheureusement, c'est une réalité, que dans beaucoup de secteurs, il existe encore des domaines où, pour le même poste, 2 personnes vont postuler, un monsieur et une dame, mais quand il va arriver au moment du salaire, l'homme va va lui proposer un salaire plus important. Mais par rapport à ça aussi, je pense que je vais faire peut-être un parallèle avec cette discussion qui a eu lieu l'année dernière, qui est aussi qu'il y a aussi un rôle que les femmes peuvent jouer pour réduire ces écarts-là au niveau individuel. Je pense que les femmes doivent aussi pas passer tout le temps à attendre que la législation va arriver. Donc, on doit se battre. Absolument. Ça se passe au niveau individuel, au moment où on est en train de négocier son poste. Et beaucoup de femmes n'osent pas demander. Beaucoup de femmes n'osent pas demander un salaire plus élevé. Beaucoup de femmes, quand elles sont en train de travailler, n'osent pas demander une promotion. Beaucoup de femmes n'osent pas. Et je pense qu'à ce moment-là, il y a aussi quelque chose à faire, une plus grande éducation à faire auprès des femmes. Dire que oui, un jour, on espère que la législation va être partout, qui va exiger que le salaire soit équilibré. Mais en attendant, c'est vraiment une femme à la fois. Chaque fois qu'une femme va à une entrevue, est au moment de l'embauche et qu'elle puisse négocier les conditions de son travail. Donc, les femmes, vous avez entendu, lorsque vous allez à une entrevue, il faut demander beaucoup plus. Alors, vous êtes dans Bilingual Link et une femme qui veut changer de carrière, est-ce que c'est facile? Facile, rien n'est jamais facile. Hein. Rien n'est jamais facile, je pense, mais c'est vraiment plus une question de plan. Parce que la plupart du temps, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que ce soit l'accès à un poste, peu importe le poste, même si c'est un poste nouveau ou un changement de carrière, il faut qu'il y ait un plan. Donc, chaque personne doit définir un plan de carrière et essayer de suivre son plan de carrière. C'est la même chose comme je dis souvent dans les places où je donne des conférences ou à expliquer que
Malheureusement ou heureusement, on est dans une société, on est dans un côté du monde entier, de cette planète où on a appris l'importance de la planification. Vraiment, en Amérique du Nord, c'est une des choses qu'on apprend. Et quand on arrive, c'est une société qui fonctionne à la base, ce qui est à la base, c'est la planification. Il faut tout planifier. On comprend que pour atteindre ces objectifs, il faut qu'il y ait un plan. Pour arriver là où on veut aller, il faut qu'il y ait un plan. Donc, un changement de carrière doit aussi être quelque chose qui est planifié parce qu'aujourd'hui, justement, parlant des femmes, on sait qu'un plan de carrière ou un changement de carrière, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Ouais, ouais. C'est pas juste une question de la volonté personnelle. Parfois, on peut vouloir, mais il y a peut-être la question des enfants, il y a la question de la famille. La famille, c'est pas seulement le mari, les enfants, mais aussi la famille large, plus large. Il y a une question de... Là, vous parlez en tant qu'africaine. Absolument. Africaine ou pas africaine. Hein? Africaine ou pas africaine, parce qu'ici où on est au Canada, on voit qu'il y a parfois des questions, des femmes qui ont une possibilité, par exemple une meilleure offre qui est de l'Ontario, il y a une meilleure offre en Alberta, mais il va falloir tourner la question plusieurs fois pour pouvoir accepter l'offre. Donc, parfois, c'est une question de mobilité, pas forcément une question d'origine. Et c'est vrai que, étant donné qu'il y a tous ces paramètres qui doivent rentrer en jeu dans cette question de changement de carrière, il faut que ce soit planifié. Et ça doit être une décision qui doit être prise sérieusement et vraiment prendre le temps de s'asseoir, de mettre sur la table tous les paramètres qui doivent influer sur ces décisions. OK. Vous avez écrit un livre. Oui. Je ne sais pas combien de temps ça vous a pris. Pas beaucoup. Going from homeless to CEO. Oui. C'est votre histoire? Oui. Oui. Oui, ça c'est mon histoire. Vous étiez homeless? Oui, c'est mon histoire et c'est mon histoire ici à Toronto, que j'ai vécue ici à Toronto. Le livre ne m'a pas pris beaucoup de temps pour l'écrire parce que c'est une histoire qui a été dans les médias depuis très très longtemps. Okay. Parce que là où on est ici aujourd'hui à Bilingual Link, c'est quelque chose qui a commencé dans une maison d'hébergement qu'on appelle des shelters, maison d'hébergement des sans-abri. C'est une histoire très simple que je me suis retrouvée. J'avais perdu ma maison et puis m'est revenu le jour où j'allais accoucher mon enfant, mon aîné. Et sans argent, sans maison, je me suis retrouvée avec rien. Donc, je n'avais nulle part à aller que d'aller dans une maison d'hébergement pour des personnes sans abri. Ça, c'est une chance que j'ai eue. Et je passe du temps, c'est quelque chose où j'aurais pu taire, ne jamais rien dire à personne. Mais je pense que ce genre d'histoire, ça arrive pas parce que... Je dis souvent, l'histoire, c'est pas ce qui m'est arrivé. L'histoire, c'est comment j'ai pu passer à travers. Et quand on passe à travers, c'est très important de partager cette histoire. Je partage une anecdote qui est que la toute première fois qu'on a raconté mon histoire à la télé, le fait que j'avais commencé mon entreprise étant dans une maison d'hébergement, donc étant sans abri. Le jour où on a sorti cette histoire, il y avait une histoire parallèle d'une femme qui était à Sudbury, qui avait subi exactement la même situation, mais contrairement, elle est restée enfermée chez elle pendant 3 ans parce qu'elle avait la honte, tout ce qu'elle a vécu, ce qui fait qu'elle est morte. Wow. Elle est morte à cause de la honte et l'abandon et la solitude. Et après ça, non seulement elle était morte, mais aussi il a fallu des jours, des semaines pour que les voisins se rendent compte qu'elle était morte depuis tout ce temps. Et je dis souvent que c'est un petit peu... c'est quelque chose de très spécial que le jour où on est en train de parler de mon histoire à la télé, il y a une histoire parallèle. Et c'est ça qui me motive encore plus à devoir parler de mon histoire pour essayer de dire, partager aux femmes que on ne peut pas contrôler les circonstances, ce qui nous arrive. On ne contrôle pas toujours ce qui nous arrive, mais on a le contrôle sur comment on réagit à n'importe quoi qui nous arrive. C'est vrai que les situations, les gens peuvent vivre des situations, quand on compare cette dame-là et moi. Vous avez vécu la même situation? Mais oui. Et puis, pour elle, c'était la fin du monde. Pour moi, c'était que ça me motive encore plus de faire quelque chose, de me surpasser, de démontrer que ma vie n'est pas définie à partir de ce moment-là. Et c'est pour cela que c'est vraiment une fierté pour moi de partager cette histoire. Pas de parler de ce qui m'est arrivé, mais de parler de... Comment vous en êtes sorti. C'est ça.
Ok. Est-ce que vous en avez en version française parce qu'ici en anglais? Non. Bilingual. Non, pas encore. C'est pas encore en version française, mais on continue de... Est-ce que c'est dans vos projets? Oui, absolument. C'est absolument de pouvoir, parce que je pense que c'est une histoire qui mérite d'être partagée et de partager surtout. Oui, absolument. Et de partager surtout avec des gens qui parlent français parce que c'est ma première langue. Oh, oui. C'est vraiment une bonne histoire et je crois que c'est vraiment encourageant. Oui. Et comme vous l'avez dit, l'important, ce n'est pas ce qui est arrivé, mais comment, la fin plutôt de l'histoire. Oui. Qu'est-ce qui est arrivé après? L'énergie qui vous a conduit à décider, à vous en sortir, à vivre encore. Et ça, c'est vraiment les plus importants. Oui, et comme on dit souvent, qui est... mieux vaut tard que jamais, qui est à n'importe quel moment, parce qu'ici on est inondé d'histoires de personnes à 60 ans décident de retourner à l'école parce que son rêve c'était de devenir avocat, de devenir policier, de devenir médecin, ainsi de suite. Et donc, chaque fois qu'on a son rêve, là, il ne faut pas laisser qu'un événement qui vous est arrivé à un moment donné puisse tuer tous les rêves que vous aviez de votre vie. Il faut à n'importe quel moment, on peut toujours, même si c'est pour un jour dans la vie, je pense que ça vaut la peine de se donner cette peine-là de vivre cette vie. Et c'est vraiment la moralité de ce livre. C'est vrai que dans le livre, je partageais un petit peu qu'est-ce qui m'a motivée, parce qu'il était question de retourner un peu à l'intérieur de moi, parce que j'ai passé 4 mois dans la maison d'hébergement. Qu'est-ce qui passait dans ma tête qui m'a motivée de voir où est-ce que je suis allée puiser l'énergie. Parce que je pense que même en parlant de l'autre dame, c'est ça qui fait la différence. Oui. Comment on se relève? Où est-ce qu'il faut aller chercher l'énergie pour pouvoir se relever? Les croyances qu'on a, moi principalement, ce que je partage, c'est que c'est la foi. Que j'ai été élevée dans une famille très pieuse, où avec mes 2 parents, ma mère et mon père, ce qu'on m'a appris, c'est de croire que c'est Dieu qui m'a donné la vie. Et quand Dieu m'envoie sur terre, Dieu m'envoie sur terre avec une mission particulière que je dois faire pour la gloire de Dieu. Et tant que Dieu me donne le souffle, donc tant que je continue de respirer, le reste, c'est juste des épreuves. Ma vie n'est pas finie. Donc, il faut que je continue à braver ces épreuves-là parce que l'objectif, c'est de vivre ma vie. La vie pour laquelle Dieu m'a destinée. Et c'est cette vie-là que je dois me battre bec et ongle pour pouvoir la vivre et pouvoir accomplir cette vie-là. Et c'est vraiment ce qui était au cœur. Et effectivement, le fait que j'avais un bébé dans les bras. C'était la deuxième leçon, qui est, je viens d'une famille africaine. Et en Afrique, la famille, c'est très important. L'honneur, c'est très important. Être parent, c'est très important. On a une obligation d'être honorable auprès de nos enfants. Donc, le fait que j'avais un enfant dans les bras, c'était que je dois être à la hauteur de cette responsabilité. Donc, il fallait élever cet enfant seul. Absolument. Absolument. Et de pouvoir faire en sorte que ma vie se relève et que je continue pour que je puisse être la mère que je devais être pour l'enfant. Je suis sûre pour vos enfants, vous êtes vraiment la meilleure mère du monde. Et je suis sûre que vos enfants sont heureux de vous avoir. Ben, j'espère. Ça, je le crois, parce que vous êtes vraiment une femme qui s'est battue et je suis sûre vous allez vraiment le léguer à vos enfants, cette force-là que vous puisez en vous pour réussir dans la vie. Alors, nous allons bientôt nous séparer. Un dernier mot à dire à toutes ces femmes qui nous suivent partout dans le monde. Ben, ce que je veux dire à toutes les femmes qui nous suivent partout dans le monde, c'est que la vie que chaque personne doit vivre est d'abord individuelle. Comme je disais, qui est que on vient sur terre pour une raison. Beaucoup de gens ne croient pas en Dieu, mais peu importe à quoi une personne croit. Je le dis souvent, moi je crois en Dieu et puis je ne le cache pas. Mais peu importe à quoi une femme croit, il faut d'abord croire que tu as une vie et cette vie-là, il faut que tu la vives. Et c'est notre première responsabilité de vivre notre vie et de s'assurer que nos rêves se réalisent. Et le meilleur mot que je peux passer à toute une femme, c'est que la chose qui tue les femmes au monde, plus que le cancer, plus que toutes les maladies, c'est le silence. Et que j'exhorte toujours toutes les femmes à devoir parler.
peu importe ce que tu veux, il faut que tu parles, il faut oser parler. Parce que même les femmes qui subissent, on se rend compte que beaucoup de femmes subissent beaucoup de violences, des abus parce qu'elles sont silencieuses. Et il faut parler, même à la personne qui t'agresse, parce qu'il n'y a jamais une plus grande force qu'au moment où tu es agressé. Pendant que la personne est en train de t'agresser, ose parler à la personne pour lui rappeler que tu es un être humain, pour lui rappeler que tu es une personne qui mérite le respect, qui mérite que tu sois heureuse, qui mérite que tu puisses vivre ta vie pleinement. Et donc, le meilleur mot que je peux souvent passer aux femmes, c'est de briser le silence et de pouvoir parler et de pouvoir oser vivre leurs rêves et de pouvoir aller au bout de leurs rêves et de se battre tant qu'elles ont le souffle de pouvoir accomplir leurs rêves. Et puis, bonne fête des femmes. Merci beaucoup, merci pareillement. Ok, merci. Voilà, c'était Madame Rose Katiandi, qui est présidente de Bilingual Link. Donc, ne ratez pas les foires qu'elle organise régulièrement. Je suis sur la prochaine, c'est pour quand? C'est le 19 mars. On a un sommet de l'emploi le 18 et 19 mars. Et puis la foire, c'est le 19 mars. Mais toute l'information est dans www.bilinguallink.com, qui est bilinguallink.com. Voilà, vous avez toutes les informations. Allez-y et je suis sûre que vous allez trouver des employeurs qui seront intéressés par vos résumés. Merci beaucoup à toute l'équipe d'Amen Productions. Merci à tous nos amis qui nous ont écrit et à vous tous qui nous suivez sur Facebook. Et si vous voulez avoir de plus amples informations, restez connectés sur le www.mavimasanté.org. Là, vous aurez des articles et des émissions qui parlent de votre vie et de votre santé. Je vous retrouve très bientôt et si vous n'êtes pas encore fan de notre page, allez-y et cliquez j'aime sur le www.facebook.com/mavimasanté. Merci beaucoup et je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro de Ma Vie Ma Santé. Merci beaucoup Rose. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Oui, ça m'a fait plaisir. Au revoir.